Bonjour, mon invité aujourd'hui est Frédéric Lefebvre. Merci Bonjour. d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes ancien ministre, Frédéric Lefebvre, ancien député des Français de l'étranger. Vous présidez le mouvement, l'Observatoire international des nationalismes. Vous allez nous expliquer ce dont il s'agit. Et vous êtes aussi au sein l'un des cofondateurs du mouvement Agir. D'abord un mot de présentation sur le mouvement Agir. Agir, c'est un mouvement qui s'est créé pour représenter une droite constructive. Vous savez, quand à l'Assemblée nationale, ce qui m'a valu des tensions fortes à l'époque avec Nicolas Sarkozy notamment, et ma famille politique que j'ai fini par quitter, je votais ce que je trouvais bon pour le pays, d'où que ça vienne. Et Agir, la droite constructive, sont des parlementaires, 19 parlementaires, députés, sénateurs. Nous avons un groupe au Sénat et un groupe à l'Assemblée nationale avec l'UDI, qui viennent des Républicains et qui considèrent que dans l'intérêt du pays, quand un texte présenté par la majorité actuelle va dans le bon sens, il faut le voter. Et moi, j'ai une place un peu à part dans ce mouvement, puisque j'ai voté pour Emmanuel Macron dès le premier tour à l'élection présidentielle, et je suis le premier à avoir quitté les Républicains, alors qu'un certain nombre de mes amis d'Agir n'ont pas quitté les Républicains, ils ont été virés par Wauquiez. Dans votre actualité, Frédéric Lefebvre, il y a l'Observatoire des nationalismes. C'est un vrai sujet aujourd'hui, très inquiétant dans le monde entier. Ça dépasse très largement, même si, évidemment, il y a des connexions avec le Rassemblement national en France. Et c'est une problématique que l'on voit se développer dans le monde entier. Les États-Unis, la victoire de Trump, d'une certaine manière, c'est la victoire d'une forme de nationalisme. Le parti nationaliste russe et Poutine sont dans une logique, on le sait, d'intérêt national à l'exclusion de toute volonté de politique multilatérale. De la même façon, Erdogan en Turquie, c'est en train de tourner d'ailleurs à du régime autoritaire que l'on connaissait à une forme de dictature. Et on voit les mêmes mouvements se développer un peu partout en Europe. Mais ça n'est pas simplement une question de parti politique, c'est une question aussi de gouvernance avec des majorités qui peuvent être au pouvoir et qui ne sont pas nécessairement nationalistes ou proches des idées nationalistes, mais qui, par réaction à la mondialisation, par inquiétude, commencent à appliquer, notamment en matière économique, des lignes qui n'étaient pas les leurs. Je prends l'exemple, par exemple, des Pays-Bas. C'est très intéressant de voir la manière dont ils ont voulu monter dans le capital d'Air France. Ils ont KLM dans l'alliance, Air France KLM. Ça n'est absolument pas la tradition des Pays-Bas d'étatiser les entreprises dans lesquelles ils ont un drapeau qui flotte. Et pourtant, pour Air France, ils se sont lancés dans cette logique. Et donc, pourquoi est-ce que ce mouvement un peu général dans le monde entier, qui est une forme, en réalité, d'inquiétude générale sur les risques climatiques et écologiques, sur les difficultés économiques, sur les risques migratoires, qui crée ces réflexes de défense, avec une forme d'instrumentalisation, évidemment, par un certain nombre de partis politiques, d'extrême droite, d'extrême gauche, et avec la tentation très forte de s'attaquer à ce qui fait notre patrimoine commun depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire l'Europe. Et là, je fais vraiment une différence entre les pro-européens et les autres, mais il y a des gens, il faut le comprendre, et c'est ce que nous étudions. Alors, dans l'Observatoire, il y a des universitaires, des journalistes, des hommes et des femmes politiques. Nous étudions la manière, par exemple, aujourd'hui, Bannon, c'est l'actualité, dont les grandes puissances, les États-Unis et la Russie, pour des raisons différentes, les États-Unis pour des raisons économiques, vous savez que le président Trump s'est autoproclamé
adversaire de la France et nous a déclaré une guerre commerciale, comme il l'a fait d'ailleurs avec la Chine, à toute l'Europe, pas qu'à la France, mais y compris avec la France. Il s'est déclaré adversaire de personne. Il s'est déclaré il a voulu défendre ses intérêts. Point. Oui, mais il a annoncé, c'est lui qui a employé ces termes, un terme de guerre commerciale. Oui, mais ça. Oui, mais c'est vous interrogez les grands militaires, les grands généraux français, y compris certains qui ont occupé des postes importants à l'OTAN, ils vous expliqueront avec beaucoup de conviction le changement, y compris dans la politique de défense, où les Américains ne nous considèrent plus comme des alliés comme par le passé. Et donc on est en train de vivre un moment particulier où, pour des raisons économiques, les États-Unis ne veulent pas que l'Europe prenne du poids dans le monde. Et dans le même temps, on a les Russes qui, eux, pour des raisons géopolitiques, chacun sait que Poutine veut reconstruire la Grande Russie, que le fait que l'Europe protège des républiques venues de l'Est est très mal vécu par une grande partie des Russes et par le président Poutine. Et donc, ces deux forces qui, jusque-là, on les a toujours... C'est la guerre froide, hein, on a toujours... Le monde a vécu dans cette opposition très forte entre les États-Unis et la Russie. Ces deux forces sont en train de diriger leur pic contre l'Europe. N'est-ce pas le droit des peuples souverains d'être nationalistes et de voter pour des dirigeants nationalistes et d'appliquer une politique nationaliste? Évidemment. Et d'ailleurs, c'est le principe même de la démocratie, c'est que chacun des citoyens qui a le droit de vote peut voter pour qui il veut. Mais je pense qu'il est important aujourd'hui d'éclairer le vote de chaque citoyen. Parce que nombre de citoyens, par exemple, n'imaginaient pas un instant ce que nous sommes, par exemple, en train de vivre avec Monsieur Bannon. Les gens ne savaient pas qui était Monsieur Bannon. Steve Bannon. C'est Donald Trump, on dit, voilà, le conseiller en communication, voilà. Celui qui a fait Donald Trump. Voilà, c'est celui qui a fait élire Donald Trump. Mais les gens ne savent pas que cet homme a des relations très étroites avec le Ku Klux Klan et tous les anciens représentants des Ku Klux Klan ou des associations suprémacistes. Donc, qu'il déclare d'ailleurs soyons fiers. Et il l'a dit, souvenez-vous, il y a un an, devant le Rassemblement national dont il était l'invité, soyez fiers qu'on vous accuse d'être raciste, xénophobe, portez-le en bandoulière. Oui, là vous faites un raccourci quand même, Frédéric Lefebvre, un peu sévère avec le Ku Klux Klan. Dire soyez fiers qu'on vous accuse d'être raciste, ça veut dire n'ayez pas honte de l'intelligentsia, des médias mainstream qui vous tapent dessus, donc portez-le en bon. Oui. C'est une expression qui ne signifie pas que les gens sont racistes. Je dis pas que vos ennemis vous accusent d'être raciste, dites-leur oui, je le suis, même si vous ne l'êtes pas. Moi, c'est ce que j'ai compris. Oui, voilà. Sauf que le problème, c'est ce que je suis en train de dire, c'est que ça vient de quelqu'un qui, lui, a comme allié financier, politique, des gens qui revendiquent leur racisme aux États-Unis. Ils le revendiquent. Donc c'est toute la logique aujourd'hui d'un homme comme Bannon qui, en réalité, est en train de conduire une diplomatie parallèle pour Donald Trump, avec la volonté de créer, comme il l'a fait, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, ça, je pense que les gens ne s'en sont pas rendus compte. Au moment où il y a eu le Brexit, il y a eu énormément de fake news et de manipulations pendant cette campagne du Brexit. Tout le monde le sait, il y a eu des centaines de papiers qui ont été écrits là-dessus, avec des exemples, y compris des vidéos. Enfin bon, tout le monde a suivi ça. Quand Monsieur Farage, qui était celui qui portait la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, a crié victoire au lendemain de sa victoire, il a remercié une personne, une seule, Steve Bannon. Et de la même façon, Steve Bannon s'en cache pas. Il a donné une interview aux Parisiens il y a quelques jours où il dit clairement le Brexit a été un formidable booster pour Trump et la victoire
sur laquelle je travaille, c'est pour ça que je suis en Europe, des nationalistes en Europe, sera un formidable booster pour Trump pour être réélu président des États-Unis. Pardon, mais je suis pas certain que nos compatriotes français, même chacun, je suis tout à fait d'accord, a le droit d'avoir ses idées et de vouloir défendre la politique qu'il veut. Mais je suis pas certain que nos compatriotes aient très envie d'être des otages d'une stratégie américaine d'affaiblissement des intérêts européens et de lancement de la deuxième, de la réélection du président Trump. Et je pense qu'ils ont une autre idée de la politique, qu'ensuite, et d'ailleurs beaucoup votent pour le Front National depuis très longtemps, c'est un élément nouveau. Je ne sais pas si vous allez dire à un électeur qui a envie de voter Front National, il y a Trump qui est derrière, je ne sais pas si ça va le refroidir. Peut-être, mais en tout cas, ça dépend lesquels. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas eu de tout temps des manipulations? On aurait fait un observatoire du mondialisme il y a quelques décennies, Frédéric Lefebvre, on aurait vu des puissances étrangères qui travaillaient pour la destruction des nations. Vous faites un observatoire du nationalisme. Mais Yannick Curien, je pose juste une question. Est-ce que le fait que, au même moment, on ait cette concentration de tirs de deux grandes puissances contre l'Europe qui est vécue comme une puissance dangereuse par ces deux grandes puissances qui veulent maintenir leur suprématie. Est-ce que quand on est un parti qui se prétend nationaliste comme le Rassemblement national, on est en droit de se prêter, de se faire financer, en l'occurrence par les Russes, et ça c'est public, hein, c'est pas... parce que les banques françaises ont pas voulu les financer. Vous pouvez trouver toutes les questions que vous voulez, toutes les justifications que vous voulez. Les banques françaises n'ont pas voulu. Peu importe, mais en tout cas, aujourd'hui, la réalité, il y a même le gouvernement actuel a été obligé de faire voter une loi pour interdire qu'une puissance étrangère ou des intérêts financiers étrangers puissent financer la vie politique d'un pays comme la France. Donc, financé par les Russes, ça, c'est pas une accusation, c'est une réalité. Alors, il y a beaucoup à dire après sur qui a financé. C'est plus complexe maintenant. Sur qui a financé. Et là, ça, il y a des choses à dire. Mais ensuite, sur la stratégie, avoir comme conseil M. Bannon qui dit, c'est M. Bannon qui le dit, c'est pas moi, qui dit je veux planter un pieu dans le cœur de l'Europe. Pardon, mais je suis pas certain que ça soit très cohérent, de même que d'essayer de monter une multinationale des nationalistes. Avec M. Salvini, on voit l'état de l'Italie aujourd'hui. Hein. Ils sont au pouvoir. Vous avez vu l'état de l'Italie. Avec les Autrichiens, on a vu l'explosion de l'alliance à la tête de l'Autriche, où un parti équivalent des Républicains de LR aujourd'hui a fait alliance avec l'extrême droite qui s'est fait piéger en train d'essayer de construire des financements avec des oligarques russes. Toute cette majorité a explosé, ils ont dû démissionner. Cette caméra cachée, en quelque sorte. Tout ça, ça montre les dangers qui pèsent sur l'Europe aujourd'hui. Donc il faut évidemment bien peser son vote. Et il faut se rendre compte des conséquences que peut avoir le vote qu'on peut faire, parfois avec conviction, parfois par énervement. Ah justement, j'aimerais vous dire, et c'est là-dessus que j'aimerais revenir, parce que vous plaignez Claude en train de bouillir, mais la plaque, elle est brûlante. Alors j'accuse pas Emmanuel Macron d'avoir fait chauffer la plaque au thermo... on peut simplement, peut-être parfois, lui reprocher de ne pas avoir fait baisser la température d'une plaque qui a été chauffée par Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, pour une seule raison, vous le savez, Frédéric Lefebvre, la non-réforme de l'État, l'augmentation de la pression fiscale, refus de la baisse des dépenses publiques. Donc peut-être qu'Emmanuel Macron est là depuis 2 ans, hein, le pot, voilà, j'allais dire, voilà, en 2 ans, il voit le thermostat qui est à fond et c'est pas lui qui l'a fait chauffer. Et malheureusement, il y a un moment où quand l'eau déborde, et ben il est là à ce moment-là. Et c'est peut-être le problème, il n'est que là. Mais je suis totalement de cet avis. Il y a 2 ans, j'ai fait un tour de France, 126 étapes, où quand je suis venu d'ailleurs ici le dire sur ce plateau, mais je l'ai dit sur les plateaux de toutes les télévisions de France, le mot que j'entendais le plus, c'était le mot suicide.
des agriculteurs, des artisans, obligés de dormir dans leur cave. Et rien n'a changé, malheureusement. Et alors, il y a des choses qui ont changé, mais évidemment, même si des choses ont changé, même si le poids des charges, en fait, a diminué, puisqu'il y a eu un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place. Ah bon? Et qui commencent à... On le voit pas ici, hein? Si, non, mais non, mais on le voit pas. Non, mais on le voit partout. Non, mais franchement, Frédéric Lefebvre, on le voit pas. Si, tous les gens qui travaillent, s'ils regardent leur feuille de paye, ils savent que ils ont eu un transfert. Ça a suffisamment fait hurler, d'ailleurs. Il y a aussi un transfert de l'autre côté. On a pris sur d'autres taxes. Mais évidemment, je dis pas que c'est sans transfert. Nous, on avait, enfin moi, en tout cas, je défendais ce qui n'était pas ce qu'a mis en place Emmanuel Macron, un transfert sur la TVA, ce qu'on appelle la TVA sociale, pour faire baisser les charges qui pèsent sur les gens. On l'a jamais fait, ça. Non. Et Nicolas Sarkozy. Ce qui compte, c'est ce que vous voyez à la fin du mois, ce que le chef d'entreprise voit à la fin du mois dans sa comptabilité à chiffre d'affaires équivalent. Et là, Nicolas Sarkozy a voulu le faire, et puis il a reculé, il ne l'a pas fait. Et Emmanuel Macron, lui, n'a pas voulu faire la TVA sociale. Et il a voulu faire un transfert sur la CSG. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre la TVA, il a fait un transfert sur la CSG. Mais la réalité, c'est qu'il a fait baisser les charges qui pèsent sur le travail pour les salariés de ce pays. Mais, et ça a été toute la difficulté, en particulier un certain nombre de revendications au moment des Gilets jaunes de la part des retraités, une hausse du coût de la fiscalité pour les retraités qui se sont retrouvés avec une augmentation de CSG, qui était compensée pour la plupart par une baisse de la taxe d'habitation, mais comme la taxe d'habitation baissait pour les autres, les retraités étaient moins bien traités que les autres. Donc, vous voyez, moi, je me défile pas. Au moins, vous êtes honnête. On nous promet des baisses d'impôts qui sont en réalité mensonges pour 10% des Français. Pour 10% des Français. Voilà. C'est mensonge pour 10% des Français, là. Je pèse mes mots. En fait, c'est pas mensonge parce que, si on est honnête, pendant la campagne, Emmanuel Macron ne s'en était pas caché. Ce qui est vrai, c'est que les gens, et c'est pour ça que je dis, sur l'élection, là, il faut bien écouter. Quand vous votez pour l'un ou pour l'autre, il faut écouter ce qu'ils disent. Il faut regarder ce qu'ils font. Il ne faut pas voter simplement avec son exaspération et avec son thermomètre, comme vous dites. Parce qu'il y a peut-être des gens qui n'auraient pas voté pour Emmanuel Macron s'ils avaient écouté, notamment sur la CSG, et qui ont l'impression après qu'on leur a menti, alors qu'en fait, on leur a pas menti. Emmanuel Macron l'a dit pendant la campagne, l'a écrit. Emmanuel Macron s'était quand même prononcé pour une baisse de la dépense publique. Oui, alors sur la question de la dépense publique... On l'attend. Alors, vous allez me dire, et là je reconnais maintenant, je vais être aussi honnête, c'est difficile après le mouvement des Gilets jaunes et tout ce qui s'est passé, l'état du pays. Voilà. En réalité, on aurait pu le faire en 6 mois. En réalité, il y a eu, dans la première année, beaucoup de choses qui ont été mises en place en matière de baisse de la dépense publique, et qui, avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est très juste, ont généré un certain nombre de mesures, de dispositifs, un premier plan qui a coûté 10 milliards d'euros, et 10 milliards d'euros, en réalité, de dépenses publiques à l'État. On aurait pu imaginer un certain nombre de dispositifs, mais les baisses de charges, y compris qui ont été faites, l'augmentation du SMIC à travers la prime d'activité, tout ça, c'est évidemment un coût direct pour l'État. Mais néanmoins, quand on regarde la politique et le cap qui est fixé, il y a un certain nombre de réformes qui ne vont pas tout à fait aussi loin que ce que je réclame depuis très longtemps, de réorganisation de notre système de protection sociale, par exemple, mais il y a un certain nombre de pistes et de grandes réformes qui sont engagées, notamment avec l'idée de supprimer ce magma de prestations sociales sur lequel plus personne n'y comprend rien, et de transformer tout ça avec la logique de l'allocation unique, sur lequel d'ailleurs moi je me bats depuis très longtemps avec le revenu universel, sur lequel Fillon était venu à un moment pendant la campagne, et Emmanuel Macron est en train de se diriger vers cette logique-là, qui est mais absolument indispensable. C'est-à-dire que, de mon point de vue, et c'est à ça qu'il faut s'attaquer, alors on s'y attaque peut-être pas assez vite, mais on commence à s'y attaquer, la France souffre
d'une administration, je ne parle pas de l'administration de terrain, mais d'une administration intermédiaire. Et je parle aussi d'administration de terrain. Non, mais de terrain. Je parle de, là, dans des villes comme ici, dans des petites villes, le commerçant peut vous en raconter tous les jours sur 5 cm de la chaise qui dépasse. Sur le gars veut refaire sa peinture, il faut une peinture spéciale aux normes. Justement. Tout est comme ça. Non, alors quand je dis terrain, on s'est pas compris. Ça, c'est la même administration. C'est celle dont je veux parler. Celle qui emmerde les gens, en fait. Voilà. C'est-à-dire, vous avez toute une administration qui n'a cessé de grossir, qui capte une grande partie de la richesse qui doit normalement être distribuée, mais qui est captée par cette administration. Et cette administration, parce qu'il faut bien la payer, il faut bien qu'elle justifie qu'on la paye. Donc pour justifier qu'on la paye, elle pond des réglementations en permanence qui emmerdent le monde. Ah, on est dans un pays où il y a beaucoup de gens qui cherchent à justifier. Et dans le privé aussi. Et derrière, une fois qu'on a fait des réglementations qui sont complexes, il faut des gens pour expliquer, parce que sinon plus personne n'y comprend rien, donc on paye des gens pour expliquer. Il faut des gens pour contrôler et vérifier, donc on paye des gens pour contrôler et vérifier. Il faut des gens pour sanctionner. Ça, c'est le mal français. Et il faut désintermédier. C'est absolument... Regardez dans l'économie. Aujourd'hui, l'économie est de plus en plus souple parce que justement on désintermédie. Toute l'histoire des startups, c'est la même chose. Il faut que l'État aille dans cette même logique. Pour ça, il faut avoir du courage. Il faut commencer par le commencement. C'est ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron. Je souligne, j'ai moi-même été ministre de Nicolas Sarkozy, qu'il y a eu beaucoup de paroles et il n'y a pas eu beaucoup d'actes, par exemple, sur la question du statut des fonctionnaires. Et là, pardon, mais c'est un président... Ah oui, mais idem sous Hollande, Sarkozy, Chirac, Mitterrand. Mais qui est en train de le faire. Et ce qui est assez frappant avec Emmanuel Macron, c'est vrai qu'il est en train de se prendre la boue dans la figure et l'exaspération, finalement, de tous ces quinquennats où on a passé son temps à dire on va faire, et puis on n'a pas fait. Le Karcher, enfin bon, on peut en raconter des tonnes et des tonnes. Et c'est vrai qu'il se prend un peu tout dans la figure. Mais si on regarde bien, les réformes, il les fait. Que ce soit la réforme du statut de la SNCF, que ce soit la réforme du statut des fonctionnaires. Alors. Les fonctionnaires étaient dans la rue pour ça. Et c'est quand même absolument normal que sur les questions de retraite, que sur les questions d'arrêt maladie, que les fonctionnaires soient traités de la même façon que les gens qui travaillent dans le privé. Alors pour terminer, Frédéric Lefebvre, la question de l'immigration. Vous présidez l'Observatoire du nationalisme, mais on n'a pas encore prononcé ce mot, donc j'aimerais bien que l'on en parle. Alors, je l'ai dit qui quand même pose un problème à de nombreux Français. Bien sûr, j'ai dit tout à l'heure que c'était une des raisons de la montée des nationalismes dans le monde. On le voit dans tous les pays du monde. C'est que la mondialisation, et on a vu le changement de débat à l'époque où nous étions à l'université et on entendait nos professeurs nous parler du Nord et du Sud, des pays sous-développés, du fait que toute la richesse était captée par les pays développés, et puis on a vu arriver les délocalisations. Et là, on a commencé à voir une forme de nationalisation naître dans les différents pays. Les mêmes qui disaient on ne peut pas laisser ces pays africains ou ces pays asiatiques crever de faim, les mêmes ont dit on ne peut pas les laisser nous prendre notre travail. Donc on voit, ça résume la difficulté et l'équilibre qu'il faut trouver dans un monde où tout va de plus en plus vite, où on communique tous avec les réseaux sociaux maintenant de manière extrêmement fluide et en un temps record, où ça coûte moins cher d'aller à l'autre bout du monde en avion que d'aller de Paris à la Baule, par exemple. Non, mais c'est la réalité. Donc, on a un bouleversement en réalité de nos systèmes de transport, de travail, qui fait que les citoyens du monde entier, que ce soit les citoyens des pays qui vivent les difficultés économiques ou que ce soit les citoyens des pays développés, se sont habitués à voyager un peu partout dans le monde. On a une jeunesse qui, maintenant, et c'est tant mieux, a pour partie dans ses études
un moment à l'étranger. Et donc on a vraiment ce phénomène, et on a évidemment avec à la fois la question de l'instabilité du monde aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a des guerres aujourd'hui sur tous les continents, et avec le dérèglement climatique qui monte, on a à horizon très court un problème et des questions migratoires qui vont se poser de manière absolument prégnante pour toutes les démocraties. Pas simplement pour la France, pour l'Europe. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'abord, les peuples sont tout sauf des imbéciles. Ils se rendent très bien compte de ça. Ils ont très bien compris que quand on leur dit que le dérèglement climatique va créer des zones de sécheresse un peu partout dans le monde, ils ont très bien compris que... Et oui, ils ont très bien compris que quand il y a un drame humanitaire, ce sont les pays les plus riches qui, du coup, viennent au secours des pays les plus pauvres. Et donc, ces questions-là sont aujourd'hui évidemment posées. À ça s'ajoute c'est intéressant. Nos racines. Si vous n'avez pas dit les pays riches, vous avez dit les pays les plus riches. C'est ça. Oui, parce que. Il y a une nuance. On est déjà plus un pays riche. Quand vous dites ça. On est plus riche, oui, que son voisin. On est plus riche que les autres. Voilà. Mais ça concerne pas que la France, ça concerne tous les pays du monde, en fait. Dès que vous avez un pays voisin d'un autre, et aujourd'hui, on est voisin, avec ce que je disais tout à l'heure sur les transports qui sont très rapides et très fluides, on est quasiment voisin de tout le monde. Donc on est dans cette problématique-là, avec des réponses qui peuvent être soit mondiales, soit nationales, soit multilatérales, soit bilatérales. Et c'est ce problème-là aujourd'hui que nous vivons en réalité. C'est que vous avez un certain nombre de pays qui disent « Nous, on veut boucler les frontières autour du pays, le mur de Trump avec le Mexique, enfin bon, on peut multiplier les exemples, boucler les frontières, et on va vivre mieux. Sauf que ils oublient deux choses, c'est que leur économie sont, c'est bien ou pas bien, peu importe, totalement interconnectées aujourd'hui, totalement interconnectées, et que dans le même temps, les murs n'ont jamais arrêté personne, sauf à mettre des mitrailleuses en haut des murs et à déclencher des guerres partout. Vous savez parfaitement que, on le vit tous d'ailleurs, et c'est toute la difficulté de toutes les démocraties, les murs, c'est jamais une solution. Et donc, moi je défends depuis très longtemps que sur cette question de l'immigration, on ait la France, mais l'Europe aussi, on a une position à la fois ferme et humaniste. Et c'est pas contradictoire. Quand je dis ferme et humaniste, par exemple, moi je suis celui qui est proposé à Nicolas Sarkozy qui n'a pas voulu le faire. Je l'ai proposé ensuite à François Hollande qui n'a pas voulu le faire. Qu'il y ait de payer autour de l'Europe les pays, ce que fait la Turquie, par exemple. Par exemple, mais avec les réfugiés. Au pourtour de l'Europe, on est des hotspots. Pardon, mais Emmanuel Macron porte cette politique maintenant en Europe. La liste Renaissance porte cette politique-là. Et je suis obligé d'applaudir. Je dis, enfin, on est en train de le faire. Je vais vous prendre un deuxième exemple. Pour le moment, c'est pas traduit dans une politique de la justice française. Mais moi, je défendais avec Nicolas Sarkozy, qui n'a pas voulu en entendre parler. J'ai défendu à l'époque de François Hollande, qui n'a pas voulu en entendre parler. Madame Taubira a été un peu interpellée, ce qui m'a étonné d'ailleurs à l'époque dans un débat avec elle à l'Assemblée nationale. Moi, je défends un truc très simple. Dans les prisons françaises, vous avez à peu près 30% des détenus qui sont des étrangers. Je ne parle pas de gens d'origine étrangère. Je ne parle pas de Français ni de binationaux. D'origine étrangère. Ni de binationaux. Si, ça peut être des binationaux, mais en tout cas, ce sont des étrangers qui sont venus sur le territoire. Vous pouvez avoir quelques cas de Non, je vous ai posé la question, c'est binationaux, parce que parfois la distinction juridique est très importante. Les pays ne peuvent pas les reconnaître. Non, mais... Les pays peuvent dire, pour nous, ils sont français, on ne les prend pas. Non, mais d'accord. Mais là, quand vous dites binational, je pensais que vous parliez non pas binational français et américain, par exemple, ou français et marocain, oui. Mais je pensais que vous parliez marocain et américain,
Mais parce que vous m'avez pas laissé terminer ma proposition. En fait, ce que je dis, c'est que il faut qu'on avait supprimé avec Nicolas Sarkozy ce qui s'appelait la double peine. C'est-à-dire que quand quelqu'un commettait un crime ou un délit sur notre territoire, il exécutait sa peine sur le territoire français, et une fois qu'il avait terminé d'exécuter sa peine, on le renvoyait dans son pays d'origine. On a mis fin à ça, et moi à l'époque j'ai défendu qu'on crée une peine principale d'interdiction du territoire. C'est-à-dire que moi, ma proposition, c'est que si quelqu'un commet un crime ou un délit en France, soit on le juge en France et il exécute sa peine dans son pays, mais pas dans les prisons françaises, soit on le remet à la justice de son pays d'origine, il est jugé dans son pays d'origine et il exécute sa peine dans son pays d'origine. Mais ce qui peut poser quand même des problèmes, parce que vous avez employé le terme exécuter, là c'était pas au sens figuré, dans certains pays c'est au sens propre. Après, ça fait bondir certaines personnes. Après pays, évidemment, oui. il faut des négociations, comme on l'avait fait d'ailleurs à l'époque pour le coup de Nicolas Sarkozy sur les questions de l'immigration, avec des négociations annuelles avec les pays sources d'immigration sur le nombre de visas qui étaient accordés, avec l'obligation pour eux d'accueillir les gens qui étaient en situation irrégulière et qu'on raccompagnait dans leur pays. Donc il faut, pour le coup, des accords bilatéraux avec un certain nombre de pays, mais tant qu'on ne s'attaquera pas à ça, tant qu'on ne sera pas dans la logique. Je propose, moi, par exemple, depuis très longtemps, et là encore, c'est cette majorité qui est en train de le défendre, qu'il y ait une police mutualisée européenne des frontières. Je m'explique. On a entendu que ce soit François Hollande ou son prédécesseur, quand sur la frontière européenne gérée, entre guillemets, par la Grèce, ou celle gérée par l'Italie. Tout le monde sait que ce sont des passoires. Et pourtant, on laisse la responsabilité de gérer la frontière européenne à la Grèce ou à l'Italie. Non, il faut mutualiser les moyens, obliger les pays qui n'ont pas de frontière avec l'Europe, du centre de l'Europe, qui n'ont pas de frontière européenne, à mettre de l'argent pour payer une police européenne des frontières, air, terre, mer, digne de ce nom. Et si on fait les hotspots dont je parlais tout à l'heure, cette police mutualisée européenne des frontières, et qu'on soit intransigeant avec les délinquants ou les criminels qui viennent sur notre territoire, je fais le pari que nos compatriotes seront tout à fait prêts à accepter l'idée qu'on soit par ailleurs très humain avec un certain nombre de citoyens du monde qui viennent en France, soit pour travailler, soit... C'est ce qu'ils n'acceptent pas, et comment ne pas les comprendre, c'est de voir cette impuissance. Et c'est de payer. Non, mais c'est on a parlé de la taxe d'habitation qui, en réalité, n'est toujours pas supprimée. Les impôts qui vont augmenter pour une partie mais là, on des Français. On parlait d'immigration. Oui, mais on paye. Non, mais là, on parlait d'immigration. Sur la question, on peut parler des impôts. Non, mais sur la question d'immigration... Pour beaucoup de Français, c'est quand même lié. Oui, enfin, ça peut l'être sur un certain nombre de sujets, mais c'est surtout... Vous discutez avec des commerçants, ils voient des gens qui bénéficient d'aide. Mais ils ont raison. Il y a la même phrase qui revient, c'est nous qui payons. Bien sûr, mais honnêtement, moi je discute beaucoup avec les commerçants, avec les restaurateurs. Ils ont surtout le sentiment de payer pour des gens qui veulent pas bosser. Et les restaurateurs. Et là, c'est pas des immigrés aussi. Et souvent, ceux qui bossent et ceux qui trouvent dans les restaurants. Il n'y a pas d'autre choix souvent. Eh oui. Ce sont les immigrés. Vous avez raison. Voilà. D'ailleurs, pour ça que j'avais ce qui avait fait bondir Nicolas Sarkozy à l'époque, fait voter un amendement pour régulariser au cas par cas des sans-papiers pour des motifs de travail. Parce que, de toute façon, vous posez la question à des restaurateurs, qui fait la plonge dans les restaurants aujourd'hui ?
Non, on le sait bien. Ben voilà. Donc, on va vous répondre, je sais très bien ce que certains vont vous répondre, oui, mais c'est parce que les Français sont trop mal payés, c'est pas des salaires décents. Alors, je veux bien, on augmente les salaires, mais les mêmes qui se plaignent ensuite qui auront des bons salaires vont dire l'addition des restaurants coûte trop cher, on peut plus aller au restaurant. Oui, c'est surtout donc, que en fait, c'est qu'il y a trop de charges. On est dans une société où on n'a pas envie que nos enfants, tous. Vous savez, moi, mon postier, qui est un monsieur que j'aime beaucoup, est très fier. Et je parlais avec lui il y a quelques jours de son fils, qui est en train de rentrer dans l'élite parce qu'il fait une grande école, et des sacrifices que lui a pu faire et que son fils fait sur sa vie d'étudiant. Il en est très fier parce que chacun veut le meilleur pour ses enfants. Et il y a un certain nombre de métiers qui, par exemple, ramassent les poubelles, dont on veut pas pour ses enfants en France. Il y a des sauts métiers en France, oui. Je sais pas si ce sont des sauts métiers. Oui, mais c'est comme ça. Et pourtant, il y en a qui gagnent beaucoup d'argent en faisant des sauts métiers. Et qui sont pas si mal payés. Et qui sont pas si mal payés. Voilà. Alors, vous allez voter pour Nathalie Loiseau, Frédéric Lefebvre. Donc je vais voter en réalité pour, évidemment, la liste sur laquelle Agir est partenaire, puisqu'on a fait une alliance avec La République En Marche, avec le MoDem, avec le mouvement radical. Et je vais le faire avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'entrain. La question, elle n'est pas de savoir si on aime ou pas Nathalie Loiseau, si on aime ou pas tel ou tel. Aujourd'hui, la vraie question, c'est de savoir est-ce qu'on va être en capacité de transformer cette Europe et de la ramener sur des préoccupations qui sont celles de tout le monde. Ce que je disais tout à l'heure sur la question... Oui, mais on va vous rétorquer que vous ne pourrez pas la transformer avec une aussi faible majorité, puisque les nationalistes vont gagner dans toute l'Europe. J'y viens, justement. C'est bien le sujet. Il va y avoir une vague bleue. Oui, enfin... C'est ça qui est intéressant, c'est que aujourd'hui... vous allez dire noir, c'est ça. Brune, j'allais dire. Ou bon, mais pour certains, il y a quand même des bleus, voilà. Non, mais il y a des bleus, bien sûr, mais c'est pas ça. Bleu ou brune, allez. En fait, ou bleu foncé, on va se mettre. Aujourd'hui, l'Europe, si on raconte pas d'histoire aux gens, compte tenu du mode de scrutin, qui est un mode de scrutin à la proportionnelle, en fonction de l'ensemble des sondages qui ont été faits dans tous les pays d'Europe, on sait qu'on va avoir, pour la première fois, une Europe qui ne sera pas gouvernable par une majorité d'une couleur identifiée. Le PPE, Parti populaire européen, qui est en fait le groupe qui rassemble toutes les droites européennes, dirige cette Europe depuis très longtemps. Et sur un certain nombre de sujets, du coup, le PPE fait partie de ceux qui n'ont pas voulu que l'Europe vienne mettre son nez. Mais sur d'autres sujets sur lesquels on attendait que le PPE agisse, par exemple, ce que je dis depuis tout à l'heure sur la question de la protection des frontières, le PPE ne l'a pas fait. Et donc là, il va y avoir, c'est certain, une poussée brune dans l'Europe. Il va y avoir les partis de droite qui vont continuer de rassembler un certain nombre de suffrages, évidemment, et qui vont avoir des élus. Donc il y aura un PPE sans doute avec, d'après les sondages, avec une baisse de son nombre d'élus. Mais il va y avoir la capacité pour la première fois de créer une coalition dans laquelle on peut trouver des libéraux, des libéraux, des sociaux, ce qu'on appelle des sociaux, alors vous savez, qui peuvent venir suivant les pays de partis socialistes ou de partis sociaux-démocrates, et d'écolos. Et, pardon, mais ça veut dire, quand vous faites venir ce triptyque, on va dire, ce trio, les libéraux sont ceux qui ont une vision, notamment en matière d'économie, plus libérale et qui se battent pour qu'il y ait, pas toujours avec efficacité, mais en tout cas, ça fait partie de leur corpus, pour qu'il y ait moins de taxes et moins d'impôts. Les sociaux se battent pour qu'il y ait plus d'humanité, plus de solidarité, et les écolos se battent pour que le climat devienne une priorité. Alors que de l'autre côté, vous avez des alliances de partis qui sont dans les mêmes logiques qu'auparavant, mais qui ont montré leur incapacité à le gérer. C'est-à-dire qu'ils sont dans des logiques de
il faut boucler les frontières internes des pays européens. Ils l'ont jamais fait, mais ils le disent. Ou ils disent il faut remettre en cause Schengen. Ils n'ont jamais remis en cause Schengen, vous n'avez pas remarqué. Chaque fois que mon ancienne famille politique va aborder un scrutin européen depuis Schengen, il dit, avant le vote, il faut remettre en cause Schengen. Puis après, il ne se passe rien. Donc voilà, est-ce qu'on veut une Europe qui enfin se transforme? Est-ce qu'on veut une Europe, je ne dis pas que tout sera formidable, mais en tout cas, on a la capacité de faire naître cette coalition-là. Et qui sera, en réalité, une coalition nouvelle. Lefebvre. C'est ce qu'a dit Thierry Mariani ici. Il a dit, mon ancienne famille politique promet à chaque fois d'abattre Schengen. Ils ne le remettent pas en cause. Mais il a raison. C'est pour ça que je pars. Mais exactement. C'est ce qu'il a dit. Mais moi, j'ai dit. C'est pour ça qu'il est parti au Rassemblement national. Si vous m'interrogiez sur ce que je pense de Thierry Mariani, d'abord, je le connais bien. On a été tous les deux des cadres du RPR très jeunes. On a été tous les deux des députés des Français de l'étranger. Et depuis toujours, on est assez opposés sur le plan politique, idéologique et politique. Mais le RPR, c'était une grande famille où on pouvait avoir des idées très différentes. Et j'ai plus de respect pour un Thierry Mariani qui part au Rassemblement national, qui est cohérent avec ce qu'il pense depuis toujours. Moi, depuis toujours, j'entends Thierry Mariani bouillir sur un certain nombre de sujets. Il est dans une forme de cohérence que je respecte. Je le combats parce que je suis en désaccord avec lui, mais je le respecte sur sa cohérence. J'ai bien compris. De la même façon que lui ne me reprochera jamais ma cohérence parce qu'il sait que j'ai commencé avec Chaban, que depuis toujours je pense qu'il faut additionner la droite et la gauche pour changer ce pays et que je suis dans ma cohérence. Mais à côté de gens qui sont dans leur cohérence, même si on n'est pas d'accord, il y a tellement de gens qui, en fait, n'ont pas de cohérence, racontent n'importe quoi, ont une cohérence de passage en fonction des élections et du bulletin qu'ils veulent que les gens mettent dans l'urne, que ceux-là, je peux vous dire, j'ai pas beaucoup de respect pour eux. Merci Frédéric Lefebvre. Et dans votre cohérence, vous allez voter pour Nathalie Loiseau. Voilà. Merci Frédéric Lefebvre, merci. Donc un ancien ministre de Nicolas Sarkozy qui va voter pour Nathalie Loiseau. Bon, je ne serai pas le seul. Hein. Il va y en avoir beaucoup. Vous avez vu que Jean-Pierre Raffarin, il y a même un ancien Premier ministre de Jacques Chirac. Oui. Bon, mais Nicolas Sarkozy, c'est beaucoup d'autres. Voilà. Et Nicolas Sarkozy, j'ai remarqué qu'il n'avait pas voulu dire pour qui il votait et qu'il s'était pas beaucoup montré, malgré le fait que les Républicains le lui demandaient, avec Monsieur Bellamy. Merci Frédéric Lefebvre. Merci à vous.